Bonjour à tous. Merci d'être présents pour la performance de musique et philosophie. Donc, le principe de la soirée est simple. On va proposer l'analyse d'un point de vue philosophique de 5 chansons, donc en faisant des liens entre des concepts et les chansons. En disant ça, dans le fond, il ne s'agit pas de prétendre que les paroliers avaient nécessairement à l'esprit ces notions philosophiques-là ou qu'ils avaient lu sur les philosophes, donc il va être question en faisant leurs chansons, mais c'est tout simplement que, comme la musique, dans le fond, les chansons parlent de la vie et qu'en principe, la philosophie, si elle ne veut pas être désincarnée, doit aussi avoir un contact avec la vie, donc qu'il y ait certains recoupements n'est pas étonnant. Donc, à chaque fois, on va présenter des liens qui peuvent être faits et ensuite, les chansons vont être jouées parce qu'au-delà des paroles, la musique aussi aide à s'imprégner ces ambiances-là. Donc, pour nous accompagner en musique, à la direction musicale, à la basse et la contrebasse, Charles Gauthier-Ouellette. À la guitare, David Lemire. À la batterie, Vincent Bussière. Au piano, Mathieu Fortin. Et au chant, Laurence Brouillette. Je vous présente rapidement aussi mes collègues qui vont faire les analyses avec moi. Donc, Léonie 5 mars. Jonathan Roy. Philippa Dott. Et Martin Hould. Donc, je vous remercie. Je passe tout de suite la parole à ma collègue Léonie pour la première chanson. Merci. Bonjour. Bonjour tout le monde. Merci de vous être présentés. Merci aux musiciens qui vont venir embellir notre soirée. Donc, la première chanson qui va être jouée sur scène, c'est « Voir un ami pleurer » de Jacques Brel. Pour se mettre dans l'ambiance, je vous propose qu'on va lire ensemble le premier couplet pour voir un peu le type de chanson à quoi on a affaire. Donc, bien sûr, il y a les guerres d'Irlande et les peuplades sans musique. Bien sûr, tout se manque de tendre et il n'y a plus d'Amérique. Bien sûr, l'argent n'a pas d'odeur, mais pas d'odeur vous monte au nez. Bien sûr, on marche sur les fleurs, mais voir un ami pleurer. Dans sa chanson « Voir un ami pleurer », Brel évoque les grandes misères sociales. Il nous parle des guerres, de l'avarice, de la misère des peuples persécutés, de la misère des travailleurs. Il nous parle aussi des misères personnelles. On parle d'amour raté, d'amour trompé, des trahisons fraternelles, des échecs, de l'épuisement, la vieillesse, la mort, etc. Mais Brel nous chante que toutes ces épreuves, toutes ces misères, aussi horribles soient-elles, nous semblent être bien peu de choses quand on a devant nous un ami qui pleure. Voir un ami pleurer, c'est une chanson qui place l'amitié au centre de la vie humaine, au cœur du bonheur de la personne. On voit bien que dans la chanson, ce qui entrave le bonheur du narrateur, c'est ni les crimes de la société, ni les déceptions de sa vie personnelle, mais bien la souffrance d'un ami. Aristote, un philosophe déjà vieux de 2350 ans, nous a légué des écrits qui portent sur le thème de l'amitié. Pour Aristote, comme ça l'est dans la chanson de Brel, l'amitié est au cœur de la vie humaine, l'amitié est nécessaire pour l'épanouissement humain. En effet, Aristote qui définit l'humain comme étant un animal politique ou un animal social, pour lui, l'achèvement de la vie humaine ne pourrait se concevoir sans le lien d'amitié, qui est le lien d'affection qui unit les humains entre eux. La vie humaine accomplie, pour Aristote, implique l'idée de sociabilité, et la sociabilité, ou la relation humaine, pour être réussie, c'est la relation d'amitié. Donc, l'amitié, chez Aristote, c'est la finalité de la vie humaine. Cette idée-là se comprend bien avec Brel quand il nous dit « c'est bien sûr ». Donc, on a lu ensemble la première phrase « Bien sûr, il y a les guerres d'Irlande ». Donc ici, autrement dit, l'idée « bien sûr, on souhaiterait la paix dans le monde, puis on est déçu qu'elle ne soit pas ».
Dans les autres couplets, il va enchaîner des séries de bien sûr. Donc, bien sûr, on souhaiterait ne pas vieillir. Bien sûr, on souhaiterait ne pas mourir. Bien sûr, on souhaiterait que nos amours ne soient pas ratés. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, on a plein de souhaits. On a plusieurs buts qui sont constamment déçus. Mais le véritable désenchantement arrive lorsque c'est l'amitié qui est souffrante. Car sans amis, nous dit Aristote, personne ne choisirait de vivre, eût-il tous les autres biens. Donc l'ami, c'est la grande nécessité pour être heureux, pour donner du sens à la vie humaine. Mais qu'est-ce que c'est un ami et qu'est-ce que ça signifie être l'ami de quelqu'un? Dans une société où on peut avoir plus de 2000 amis Facebook, la question de l'amitié reste pertinente à poser. Dans son Éthique à Nicomaque, Aristote nous distingue 3 types d'amitié. Il parle de l'amitié fondée sur l'utilité, l'amitié fondée sur le plaisir et l'amitié fondée sur la vertu. Seule la dernière, soit l'amitié fondée sur la vertu, est pour Aristote une amitié véritable. L'amitié fondée sur l'utilité et celle fondée sur le plaisir sont 2 formes inférieures de l'amitié. Dans ces relations, les 2 parties n'aiment pas l'autre pour ce que cet autre est en lui-même, mais pour ce que chacune retire de l'autre. La première, donc l'amitié d'utilité. Dans cette amitié-là, on est ami avec quelqu'un qui nous est utile, quelqu'un qui nous est profitable, c'est-à-dire qui nous apporte quelque chose. Ce qu'on aime dans cette amitié-là, c'est davantage la chose que cet autre nous apporte et non pas la personne en elle-même. Donc on pense ici aux amis trampoline ou aux amis piscine qu'on a quand on est jeune. Un peu plus tard, les amis qui ont de l'argent, les amis qui ont de la popularité, du prestige social, les amis qui ont des connaissances, des savoirs qui peuvent nous être utiles. Les amitiés d'utilité sont des amitiés fragiles parce que aussitôt que l'autre ne remplit plus le besoin qui nous unissait à lui, l'amitié est brisée. Le deuxième type d'amitié, l'amitié basée sur le plaisir, considère que 2 personnes sont amies parce que la compagnie de l'une est agréable à l'autre et vice-versa. Dans l'amitié basée sur le plaisir, on est amis parce qu'on s'amuse, parce qu'on a du plaisir ensemble. C'est souvent ce type d'amitié-là qu'on retrouve dans les relations amoureuses. Ce type d'amitié est tout aussi fragile que l'amitié d'utilité parce que les passions changent avec le temps. Donc, ce qu'on trouve plaisant à 10 ans, ce n'est pas la même chose qu'à 15 ans, ni à 20 ans, ni à 30 ans, ni à 60 ans. Dans l'amitié de plaisir, encore ici, ce qu'on aime, ce n'est pas la personne en elle-même, pour ce qu'elle est en elle-même, mais on l'aime pour notre propre agrément. L'amitié de plaisir, c'est donc une amitié qui est elle aussi vouée à être rompue. Ainsi, dans l'amitié d'utilité comme dans l'amitié de plaisir, l'autre y étant aimé pour mon bien propre et non pas pour ce qu'il est en lui-même en tant que personne, on ne peut pas attribuer à ces amitiés-là le titre d'amitié véritable. Pour reprendre les termes d'Aristote, on va dire que ces 2 types d'amitié sont des amitiés qui sont accidentelles, c'est-à-dire qu'il y a un caractère contingent, évident, étant donné que ce qu'on a besoin et ce qu'on trouve plaisant, ce sont des choses qui sont très changeantes au cours de la vie humaine. L'amitié vraie, quant à elle, c'est pour Aristote celle qui a pour fondement la vertu, soit l'excellence de la personne. Pour Aristote, une personne excellente, c'est une personne qui fait un bon usage de sa raison dans les différents aspects de sa vie. Donc, dans cette amitié, dans l'amitié vertueuse, les 2 amis se façonnent, se travaillent, ils vont se corriger mutuellement, s'aider l'un l'autre à devenir meilleurs. Dans l'amitié vertueuse, les amis s'aiment l'un l'autre, non pas pour un caractère accidentel ou contingent, mais en fonction de leur propre nature, c'est-à-dire parce qu'ils sont des bonnes personnes, des personnes qui recherchent le bien, qui essaient de faire le bien. C'est pourquoi cette forme d'amitié, Aristote nous dit qu'elle a plus de chances de durer que les formes inférieures. Pour faire un dernier parallèle avec la chanson de Brel, avant de vous laisser l'apprécier, la façon dont on agit face aux larmes d'un ami, ça peut souvent nous éclairer sur le type d'amitié qu'on vit avec lui. L'amitié basée sur le plaisir ne passera pas l'épreuve car la personne morose n'est pas plaisante pour l'autre. L'amitié basée sur l'utilité ne passera pas l'épreuve non plus parce que la personne en souffrance nous demande davantage que ce qu'elle nous donne en retour. Seule l'amitié basée sur la vertu va traverser ces épreuves parce que l'autre est aimé parce qu'il est quelqu'un de bien et non pas en fonction du plaisir ou de l'utilité qu'il nous procure. Aristote nous dit que le véritable ami, c'est celui qui donne et non celui qui reçoit. Ainsi, est ami celui qui, parce qu'il reconnaît la bonté de son ami, accepte de lui offrir le soutien et l'aide qu'il nécessite lorsque celui-ci souffre, lorsque celui-ci est donc ni plaisant ni utile, mais qu'il reste un bon ami parce qu'il est bon en lui-même. Donc, je vous invite maintenant à apprécier le talent de Jacques Brel et le talent de nos musiciens. Mesdames et messieurs, voir un ami pleurer. Merci.
tout ce manque de tendre. Il n'y a plus d'Amérique. Bien sûr, l'argent n'a pas d'odeur, mais pas d'odeur vous mentonnez. Bien sûr, on marche sur les fleurs, mais voir un ami pleurer. Bien sûr, il y a nos défaites, et puis la mort qui est tout au bout. Nos corps inclinent déjà la tête, étonnés d'être encore debout. Bien sûr, les femmes infidèles et les oiseaux assassinés. Bien sûr, nos cœurs perdent leurs ailes. Mais voir un ami pleurer. Bien sûr, ces villes épuisées par ces enfants de 50 ans. Notre impuissance à les aider. Et nos amours qui ont mal aux dents. Bien sûr, le temps qui va trop vite, ces métros remplis de noyés. La vérité qui nous évite. Mais voir un ami pleurer. Bien sûr, nos miroirs sont intègres, ni le courage d'être juif, ni l'élégance d'être nègre. On se croit mèche, on n'est que suif. Et tous ces hommes qui sont nos frères, tellement qu'on n'est plus étonné que par amour ils nous lacèrent. Mais voir un ami pleurer. La prochaine chanson, Comme un Lego, parle en fait de notre époque. C'est, je vous préviens, c'est pas la chanson la plus joyeuse. Ensuite, on va essayer d'être plus motivant. Mais pour paraphraser Camus, on pourrait dire que l'époque qui est la nôtre, bien, on peut pas simplement la haïr, sinon c'est s'haïr soi-même. Donc, il faut au moins essayer de la penser. Essayer de penser son époque n'est pas facile parce que, forcément, on en fait partie. Kant avait essayé de s'attacher à cette tâche-là dans le « Qu'est-ce que les Lumières ?» Donc, probablement qu'en philo 2, quand vous allez voir l'époque des Lumières, donc vous allez voir un peu les grands principes du début aussi de la modernité en même temps. Donc, l'idée, par exemple, l'attachement à un progrès moral, donc l'idée qu'il y aurait en quelque sorte un grand récit au-delà des récits individuels de nos parcours de vie à nous. C'est comme s'il y avait l'humanité qui elle-même avait suivait un récit, un parcours. Pour ce qui est de notre époque, des penseurs aussi ont essayé de clarifier justement notre temps.
Un des ouvrages qui a fait assez de bruit, c'est un ouvrage de Jean-François Lyotard en 79. Donc, ça a découlé en fait d'une commande là, du gouvernement de René Lévesque, et c'est devenu un livre qui s'appelle « La condition postmoderne ». Donc, sa thèse, c'était qu'on était sorti de la modernité, qu'il n'y aurait plus vraiment de grands récits, c'est-à-dire qu'on ne croyait plus vraiment dans la possibilité, par exemple, d'un progrès moral, parce qu'on ne pourrait pas définir quel serait l'objectif à atteindre. Cette thèse-là est controversée, elle a été contestée aussi. Certains vont reprocher que, dans le fond, à Lyotard, de ne pas tant décrire l'époque que de décrire une esthétique qui fait partie de notre époque, mais qui ne résume pas l'époque au complet. D'autres ont essayé aussi de redéfinir, donc, face à cette controverse-là, l'époque comme une hypermodernité. Donc, c'est le cas du philosophe québécois Sébastien Charles, dans un ouvrage qui s'appelle « L'hypermodernité expliquée aux enfants ». Il va essayer de voir les 4 grands traits de la modernité pour essayer de montrer que ces traits-là n'ont pas disparu aujourd'hui, mais qui sont tout simplement amplifiés. Donc, d'où l'idée de hyper, quelque chose d'amplifié, une hypermodernité. Je regarde rapidement les 4 traits, donc, qui identifiaient 4 traits de la modernité. Il s'agit de garder à l'esprit que si, selon sa thèse, on est donc dans une position accélérée, ces traits-là, donc, sont amplifiés. Premier trait, donc, de la modernité, qui serait amplifié dans l'hypermodernité, c'est la libération et la valorisation de l'individu dans le cadre du paradigme juridique. Donc, essayer de se concevoir d'abord dans le cadre d'un système juridique, et à partir du moment où on fait ça, que ça devient plus amplifié, donc ça régularise les rapports humains aussi, les droits, mais ça amplifie aussi des droits qui sont individuels, parce que c'est l'individu qui va se réclamer, dans le fond, de ses propres droits. Donc, on va tendre, plus on amplifie ce régime-là, plus on tend à se concevoir, non pas d'abord comme le membre d'une communauté ou d'une famille ou d'un couple ou d'un ensemble, mais d'abord comme un individu qui ensuite va pouvoir s'associer dans un couple, une famille, une communauté. Donc, c'est plus d'abord, par exemple, la communauté, c'est d'abord les individus. La communauté est plutôt l'assemblage d'individus. Remarquez d'ailleurs que les sociologues ont souvent fait remarquer que, donc, à partir du milieu du 20e siècle à peu près, fin 20e siècle, le taux, par exemple, de séparation va augmenter beaucoup. Les relations sont moins durables. Ce qui est peut-être plus parlant, c'est de regarder qu'est-ce qui se passe au niveau des unions. Par exemple, au moment d'un mariage, les notaires, et à plus forte raison les avocats, vont suggérer d'inclure déjà dans le contrat de mariage des clauses qui concernent le moment où le divorce va survenir, en espérant qu'il ne survienne pas, mais c'est comme si déjà au moment de l'engagement, on prévoyait les circonstances de notre désengagement, donc pour préserver nos primautés de droit en tant qu'individu. Donc, première caractéristique, libération de l'individu, valorisation dans son cadre juridique. Deuxième caractéristique, la valorisation de la démocratie comme seul système politique viable permettant de combiner liberté individuelle et sécurité collective. Valorisation de démocratie, je pense qu'on peut le comprendre assez bien. On peut très bien faire des critiques envers la démocratie, espérer qu'elle soit modifiée, améliorée, etc. Mais pour la plupart d'entre nous, on ne voudrait pas vivre dans un autre système que celui-là non plus. Donc, cet attachement-là qui est là, en même temps, plus on pousse la logique, puisqu'il s'agirait d'une époque hyper. Donc, la démocratie aussi peut avoir ses risques, dont celui de rechercher davantage ce qui fait consensus, donc s'attacher davantage à un consensuel, ce qui fait que les grands récits auraient peut-être pas disparu, donc on ne serait pas sorti de la modernité, mais il devrait faire appel davantage à ce qui fait un consensus. Par exemple, les droits de l'homme. Ça va faire figure d'idéal encore, de la réalisation des droits de l'homme. Ça pourrait être la préservation de l'environnement. Certains ne peuvent contester les changements climatiques, mais il peut y avoir consensus qu'on doit au moins préserver ce qui fait notre milieu de vie, notre possibilité de vie. Donc,
avec l'amplification aussi du modèle démocratique, il y a aussi une recherche de ce qui fait consensus, donc ce qui fait moins l'office d'un grand projet parce que c'est justement consensuel, et le reste revient vite entre les mains des individus, des décisions individuelles. Troisième caractéristique, la promotion du marché comme système économique régulateur et donc ce système économique-là serait paré de vertus, et en fait d'à peu près toutes les vertus, puisqu'il pourrait contribuer à la paix entre les nations et la richesse tant individuelle que collective. Donc le commerce assouplirait les relations, par exemple, entre les États, en ne cherchant pas la guerre, mais plutôt des moyens de s'entendre. Encore là, si on le prend dans une logique hyper, c'est-à-dire que tout ce qui pourrait nuire au commerce ou au marché, en quelque sorte, va devoir être amoindri. Donc, il peut y avoir une perte des traditions ou des lieux propres, justement parce qu'on va vouloir aller au-delà de nos ancrages, ce qui serait plutôt ethnocentrique, qui nous replierait sur notre communauté pour aller plutôt vers une vision cosmopolite, donc ce qui nous rassemble d'abord comme êtres humains, non pas comme membres de telle ou telle société avec telle ou telle tradition. Donc, il va y avoir un dégagement, dans le fond, de nos racines, de nos repères, pour faciliter aussi ces échanges-là commerciaux. Donc, ça peut se traduire justement dans le cosmopolitisme. Quatrième caractéristique, dernière, le développement technoscientifique qui est conçu comme une panacée au labeur difficile donc des hommes et comme garantie de la santé des populations humaines. Donc, au niveau des technologies quotidiennes, on peut avoir l'impression qu'ils vont nous libérer du temps de cerveau, du temps pour faire d'autres tâches, mais surtout, donc, garantie de santé de la population, on peut aussi croire que les avancées en biotechnologie, par exemple, peuvent nous délivrer de certaines limites corporelles. Ces 4 caractéristiques mises ensemble peuvent, disons, dans leur travers, occasionner quand même une perte de sens. Et à ce moment-là, une perte des traditions qui n'est plus nécessairement vue comme un gain. Si on remonte au début, donc, modernité ou pour l'époque des Lumières, la perte des traditions était en fait une délivrance. On se délivrait de quelque chose qui peut être, à la limite, un appel à la tradition, qui peut être un sophisme, mais c'était vécu aussi comme quelque chose de positif parce que cette délivrance-là nous permettait de proposer quelque chose d'autre. Dans les idéaux des Lumières, on propose, dans le fond, de se servir, d'avoir le courage de se servir de sa raison, par exemple, pour aboutir à une humanité qui serait meilleure. Dans la logique, donc, hyper moderne, cette confiance-là d'aboutir à un projet qui soit consensuel, d'une humanité, donc qui regroupe tous, surtout s'il y a une valorisation de l'individu comme individu dans ses choix individuels, évidemment, dans le cadre juridique. Donc, c'est plus difficile. Donc, la perte des traditions est moins vécue comme une libération que comme tout simplement une perte parmi d'autres, mais qui est remplacée, surtout qui est remplacée par rien d'autre. Donc, peut y avoir perte de sens et perte aussi de la volonté de vraiment s'engager dans des propositions collectives de changement, étant donné qu'on est davantage ramené à nos choses individuelles. C'est ce qu'on peut remarquer donc dans la chanson « Comme un Lego » de Bashung, donc écrite par Mansip. Déjà, le titre « Comme un Lego », donc Lego, c'est tout simplement les blocs Lego là, avec lesquels on jouait quand on était petit. Le bloc Lego en lui-même est rien, mais il peut tout devenir. Vous avez une boîte de blocs Lego, vous pouvez construire à peu près n'importe quoi avec ça, mais vous avez qu'un seul bloc Lego, il n'y a aucun sens, il n'est rien en lui-même. Déjà là, dans la chanson, on va utiliser cette image-là pour renvoyer à différentes caractéristiques. Donc, le terme de « comme un Lego » va revenir souvent pour renvoyer à différentes caractéristiques, mais comme si aussi, d'un point de vue unitaire, le bloc de Lego en lui-même n'est rien, mais prend sens que quand il est mis en autre chose, en relation avec autre chose. L'expression « comme un Lego » va revenir à plusieurs reprises pendant la chanson.
Par contre, on remarquera qu'il n'y a pas vraiment de refrain dans cette chanson-là. Il n'y a qu'un seul couplet le premier couplet qui va revenir vers la fin, mais il n'y a pas vraiment de refrain. Et ce qu'on peut remarquer, c'est qu'habituellement, les refrains ont aussi quelque chose de rassurant. C'est comme un point de repère, quelque chose qui revient, qui va nous rassurer, qui va nous ramener dedans. Alors que là, la chanson avance, on ne sait pas vers où, et il y a, de la même façon qu'il n'y a plus que les rythmes pouvaient servir de point de repère dans des traditions. Ici, il n'y a plus de refrain pour servir de point de repère qui revient dans la chanson. Je passe rapidement les différents couplets. Donc, premier couplet, donc on commence, c'est un grand terrain de nulle part, donc c'est la planète Terre. Donc le grand terrain, la planète Terre qui est de nulle part, est au milieu de l'univers, qu'on ne sait pas où ça commence, où ça finit. Donc c'est un morceau, dans le fond, un peu insignifiant de l'univers et nous-mêmes, on est dans ce morceau insignifiant-là, on n'est qu'un être vivant parmi tous les êtres vivants sur une planète qui n'est qu'une planète perdue dans l'univers. Donc, on pourrait déjà penser à la remarque là, de Pascal qui disait « Le silence de ces espaces infinis m'effraie », c'est-à-dire qu'on est renvoyé en même temps aussi à notre caractère un peu dû au hasard, si on existe, s'il y a vie ici. Donc, c'est un grand terrain de nulle part, avec de belles poignées d'argent. Bon, la phrase est un petit peu obscure, mais les poignées, donc, suggère qu'on peut saisir la chose. L'argent a une double symbolique. L'argent peut désigner parfois la sagesse et la pureté, mais des fois, elle peut désigner la cupidité aussi. On peut essayer de regarder les choses avec sagesse, mais aussi par appât du gain. Donc, la suite, la lunette d'un microscope. Donc, on essaie de se saisir ou de se ressaisir donc de cette planète-là, de notre vie. La lunette à la lumière, donc ou sous la lunette d'un microscope, tous ces êtres qui courent. Sous la lunette d'un microscope, donc puisque notre planète est dans le fond qu'une parcelle microscopique de tout l'univers, donc on le regarde, on est renvoyé à considérer notre vie, notre réalité, notre existence comme si on la prenait de très haut. Ici, on pourrait penser au conte philosophique de Voltaire, Micro-Mégase. Donc, dans son conte, il suggérait de prendre les choses du point de vue de Sirius. Donc, les habitants qui venaient de Sirius, qui étaient des géants, donc vont voir les choses de haut. Et c'est sûr qu'à partir du moment où on a une certaine hauteur, c'est comme si on ne faisait plus partie de cette vie-là, parce que si on veut parler de notre époque, on est dans notre époque. Mais si on veut le regarder avec une certaine hauteur, c'est comme si on prenait le point de vue, ou on faisait semblant de prendre le point de vue de quelqu'un qui est détaché, donc qui ne fait plus partie de la réalité dont il parle et dans laquelle il est compris lui-même. Et dès qu'on voit les choses de très haut, avec une certaine hauteur, c'est un peu comme regarder la colonie de fourmis. On ne va pas baptiser les fourmis au nom de Gontran puis Firmin. Ça devient un peu des êtres donc, qui se déplacent, qui font des fonctions, mais dont on parle le sens de leur existence en tant que telle. Donc, la suite, donc, dans le deuxième couplet, « Car chacun vaque à son destin, petits ou grands ». Donc, on pourrait considérer que, quelle que soit notre place dans la société, petits ou grands, on n'est pas si différent dans le fait qu'on est pris par nos tâches, on vaque à notre destin, que ce soit dans notre quotidien ou dans les tâches qui sont associées à des positions ou des rôles qu'on veut se donner, mais c'est comme si on agissait, mais sans nécessairement voir de direction à notre action ou sans penser à une direction à ces actions-là. Donc, chacun vaque à son destin, comme durant les siècles égyptiens. La référence à l'Égypte, on peut la prendre en deux sens. D'un point de vue symbolique, dans la tradition biblique, l'Égypte, dans le fond, symbolise le pays d'une servitude volontaire, donc qui est volontaire, mais qui est une servitude aussi, et c'est le pays d'où viennent les tentations de l'idéolatrie, entre autres. On pourrait prendre la référence à l'Égypte. D'un point de vue historique, ça va être sensiblement les mêmes éléments. Dans le fond, on pourrait penser aux pyramides d'Égypte, qui sont une grande réalisation.
est-ce qu'on va réellement croire que les pyramides avaient un sens transcendant, que ça nous mettait réellement en contact avec un au-delà ou quelque chose comme ça? On ne pourrait pas y croire aujourd'hui. Par contre, ça va mobiliser beaucoup de travail, même de l'esclavage, et jusqu'à un certain point, on pourrait se demander est-ce que c'est si différent à notre époque, c'est-à-dire si on remplace les pyramides par l'image, par exemple, des grandes entreprises, des multinationales, on va être au service de leurs idéaux à eux, mais jusqu'à un certain point, on peut se rendre dans une forme d'asservissement au marché. Donc, si on garde l'idée qu'un des traits aussi de l'hypermodernité, c'est l'amplification, la valorisation du marché comme système régulateur. Troisième couplet, « Apporter 1000 fois son poids sur lui, sous la chaleur et dans le vent, dans le soleil ou dans la nuit, voyez-vous ces êtres vivants. » Donc, on vient préciser un peu le reste, c'est-à-dire que l'hypermodernité se présente en quelque sorte comme une modernité, mais qui est dépourvue de tout sens transcendant, donc il n'y a pas d'idéal d'humanité en tant que tel, d'attaché à ça, c'est-à-dire comme individu, on peut avoir nos propres idéaux, mais il n'y a pas un idéal commun très fort, sauf à quelques exceptions comme les droits de l'homme. Donc, l'hypermodernité se présente comme une modernité dépourvue de tout sens transcendant, fonctionnant à plein régime, sans pour autant pouvoir justifier son propre fonctionnement. Donc, l'hypermodernité amplifie les principes, mais sans pouvoir revenir sur une justification au fondement de ces principes-là et au fait qu'on les amplifie. Donc, à ce moment-là, toute décision est individuelle. Première ligne du troisième couplet, apporter 1000 fois son poids sur lui. On ne peut pas s'en remettre à des idéaux qui seraient ceux de l'humanité. On doit charger, dans le fond, se charger soi-même des poids de chaque décision qu'on va prendre, chaque chose qu'on fait. Ça, c'est dans la version de la chanson de Bashung. Mansell avait repris sur son album « Le Manitoba ne répond plus ». Apporter 1000 fois son poids sur lui, il avait changé en écrivant porter 1000 fois les points sur les i, ça reste la même logique, c'est-à-dire quand on doit mettre les points sur les i, on doit s'affirmer, mais le poids de notre affirmation revient sur nous. Quatrième couplet, quelqu'un a inventé ce jeu. Ici, il y a un appel en quelque sorte, a inventé, donc comme s'il devait y avoir comme s'il y avait l'espoir qu'il existe encore une transcendance. Et vous remarquerez, même au niveau musical, il y a une légère variation, une gravité qui commence à s'ajouter déjà au point de vue musical quand on arrive là. Donc, quelqu'un a inventé ce jeu terrible, cruel, captivant, les maisons, les lacs, les continents, comme un Lego avec du vent. Donc, le jeu est captivant. On ne voudrait pas en sortir, à moins d'être suicidaire. On ne voudrait pas quitter ce monde, quitter donc ce jeu, mais qui reste d'autant plus terrible et cruel s'il est dépourvu de sens, si notre existence n'a pas vraiment d'autre sens que naître, gigoter, mourir, ou peut-être procréer pour des êtres qui vont naître, gigoter, mourir, et ainsi de suite. Donc, terrible, cruel. Les maisons, les lacs, les continents. Donc, on habite des maisons, mais on n'y est aussi que de passage. On va pas. Les maisons vont nous survivre plus qu'on va leur survivre. Les lacs, l'image d'Héraclite, on ne se baigne jamais dans le même fleuve. Même chose pour le lac. Donc, les choses changent, se transforment. Même les continents dont on nous dit qu'ils dériveraient comme un Lego avec du vent. Donc, être poussé par le vent, c'est changer, se transformer constamment, mais en même temps, quand on est poussé par le vent, on se déplace en fonction de forces qu'on ne contrôle pas. Je vais au gré du vent, je ne contrôle pas vers où je m'en vais. La faiblesse des tout-puissants, on pourrait croire que dans un régime hyper moderne, les tout-puissants seront aussi ceux qui, jusqu'à un certain point, acceptent les règles du jeu de l'hypermodernité, ce qui pourrait engendrer à ce moment-là une faiblesse, c'est-à-dire qu'ils vont aussi avoir à vivre un certain perte de sens et peut-être même un certain cynisme. La faiblesse des tout-puissants, comme un Lego avec du sang. Donc, avec du sang, c'est-à-dire que la puissance de l'hypermodernité
doit aussi assumer, en quelque sorte, tout ce qu'elle a fait mourir. Ici, on pourrait, entre autres, pour les étudiants qui ont fait leur cours de philo 2 sur les conceptions de l'être humain ou qui sont en train de le faire, vous avez peut-être vu, vous allez peut-être voir la conception de l'être humain de Nietzsche. Nietzsche, au 19e siècle, va parler de la mort de Dieu et il entend faire un simple constat, c'est-à-dire il va dire « Dieu est mort, nous avons tué Dieu, Dieu est mort » et quand il va parler de ce Dieu-là, ce n'est pas le Dieu d'une religion en tant que tel, ce n'est pas un Dieu éternel, c'est un Dieu qui aurait une naissance historique et qui servirait, dans le fond, d'idole conceptuelle pouvant répondre à la question la plus angoissante, peut-être, c'est quel est le sens de nos vies ou à quoi bon faire le bien, à quoi bon continuer. Et Nietzsche fait le constat, c'est comme si on ne croyait plus à cette transcendance-là, à quelque chose qui mériterait, dans le fond, qu'on agisse bien, même s'il n'y a aucun témoin, dans le fond, de notre agissement, la même chose. Autre chose que l'hypermodernité aurait pu tuer, au 20e siècle, cette fois-là, c'est Foucault, Michel Foucault, philosophe français, qui va faire le constat d'une mort du sujet. Quand il va parler de mort du sujet, il parle d'une subjectivité. Ce qu'il évoque par là, c'est un sujet au sens de Descartes. Donc, là aussi, conception de l'être humain. Chez Descartes, il va y avoir l'idée que si on sait bien bien utiliser notre raison, on peut arriver à des conclusions qui sont similaires, même en termes d'éthique, de moralité, et que cette raison-là, donc, n'est pas que le fruit de nos hasards personnels, biologiques, mais qu'elle est en quelque sorte commune à tous. Ce qui change, c'est notre façon de la conduire, de l'éduquer, mais qu'avec l'usage d'une bonne raison, on pourrait arriver aux mêmes conclusions. Foucault, en parlant de la mort du sujet, dans le fond, il se fait écho à certaines critiques au 20e siècle qui disaient cette conception-là de la raison est peut-être pas si simple que ça, c'est-à-dire que ce qui nous semble raisonnable peut aussi être influencé par notre langage, notre culture, des choses qui dépassent finalement la raison en tant que telle. Donc, comme un Lego avec du sang, donc avec les traces de les anciennes croyances en des transcendances qui nous assuraient, dans le fond, une direction à suivre. La force décuplée des perdants, donc ceux qui n'acceptent pas les règles du jeu, on peut penser qu'ils seront peut-être dans une position moins favorable. Par contre, avec une force, c'est-à-dire s'ils n'acceptent pas les règles du jeu, ils sont peut-être mieux prémunis contre la perte des repères, perte du sens. Comme un Lego avec des dents, donc la personne qui n'accepte pas les règles du jeu, en quelque sorte, montre les dents, c'est-à-dire elle s'affirme, mais en s'affirmant, montrer les dents, elle s'expose aussi à l'accusation d'être partiale. Si je montre les dents, si je m'affirme, je prends un point de vue qui est le mien. Comme un Lego avec des mains, comme un Lego, point de suspension, donc comme quelqu'un qui peut se construire aussi, qui n'est pas déterminé d'avance, comme un Lego qui reste à définir. 6e couplet, donc voyez-vous ces humains danser ensemble à se donner la main, s'embrasser dans le noir à cheveux blonds, à ne pas voir demain comme ils seront. Donc l'image du noir, c'est dans l'obscurité évidemment, on ne voit pas ce qui sera, donc perdre des repères, à ne pas voir demain comme ils seront aussi. On peut croire que dans l'hypermodernité, il peut y avoir tendance à passer de projet en projet, donc on peut anticiper les choses qu'on va faire, les projets dans lesquels on veut embarquer, mais c'est comme si on ne voyait pas nécessairement comment tout ça va se transformer, c'est-à-dire c'est comme une fuite vers l'avant, mais sans plan en tant que tel, donc juste changer pour changer, donc sans prendre le temps de réfléchir à ce qu'on veut être, ce que nos décisions vont emmener, comment est-ce qu'elles vont transformer notre vie. Donc, 7e couplet, essentiellement un retour sur ce qui avait été dit. Si la Terre est ronde, qu'il s'agrippe, au-delà, c'est le vide. Donc, à la fois la planète perdue dans l'univers, mais à la fois le vide. S'il n'y a pas de transcendance, on n'est que nous qui vivons et mourrons. Assis devant le restant d'une portion de frites, l'image est à la fois banale et loin d'être banale. La frite, c'est banal. En même temps, c'est loin d'être banal. La frite, il y a un plaisir gustatif associé à ça, mais dans plusieurs cas, il y a aussi un souvenir associé
aux frites. Pour la plupart d'entre nous, du moins je l'espère, nos parents ne nous servaient pas des plats de frites à tous les repas, à tous les jours. Les premières frites, ça tient souvent lieu aussi de sorties exceptionnelles ou de récompenses. Donc, il y a quelque chose aussi, une espèce de réconfort qui se joue dans la saveur qui évoque aussi quelque chose qui était réconfortant pour nous, qui était associé à une récompense, au fait de se récompenser. En même temps, le restant d'une portion de frites, on comprend que si la chose n'est pas complètement consumée, c'est perdu, ça ne se réchauffe pas. Noir sidéral, quelques plats d'amibes. Donc, noir sidéral, noir total, perte de repère totale, autre que les plaisirs individuels. Quelques plats d'amibes. Les amibes, c'est des êtres unicellulaires qui vivent donc dans les eaux douces. Donc, c'est un peu aussi comme si on était... L'être unicellulaire, c'est un être vivant, mais qui n'a qu'une cellule. Donc, on comprend qu'il n'y a pas vraiment un sens à son existence, mais plus on prend les choses de haut, plus on se voit petit, et plus on se voit petit, on est similaire aussi à ces êtres qui semblent décharger un peu d'un sens profond à leur existence. 8e couplet, là, on va faire la transition entre l'individuel et le collectif, mais les caractéristiques vont rester les mêmes. Les capitales sont toutes les mêmes devenues, aux facettes d'un même miroir. Donc, on pourrait refaire le lien avec le trait, dans le fond, du marché ou d'un hypermarché comme système régulateur. Dans cette dynamique-là, ce qui fait les traits caractéristiques propres des capitales tendent à s'effacer au profit, justement, d'un cosmopolitisme, c'est-à-dire des règles ou un multiculturalisme, c'est-à-dire des règles qui font que, finalement, les capitales ne sont pas si différentes que ça les unes des autres. Et on se réconforte en se disant qu'on est dans la civilisation parce qu'on croise un McDo. C'est une plaisanterie, mais remarquez que le cas, dans le fond, de la cuisine est un cas particulier. La cuisine étrangère va attirer parce qu'en même temps, on a l'impression de s'intéresser à une autre culture, ce qui n'est pas complètement faux, mais c'est aussi quelque chose qui est de l'ordre marchand et de l'ordre de la consommation qu'on va s'approprier. On ne veut pas nécessairement, connaître les traditions qui se cachent derrière, dans le fond, ce qui appartient à tel ou tel groupe culturel. Donc, le même miroir qui serait, dans ce cas-ci, celui de la mondialisation. Vêtu d'acier, vêtu de noir, donc on parlait des capitales, vêtu d'acier, il y a comme l'acier peut évoquer une armure, on est en quelque sorte blindé, plus on prend une position dans les capitales, par exemple, où on valorise l'individu dans un cadre juridique, plus on est blindé, en quelque sorte, plus on échappe à la possibilité de se faire critiquer, d'imposer une tradition à d'autres, mais aussi vêtu de noir, c'est-à-dire qu'on devient en quelque sorte sans couleur ou sans appartenance propre. La dernière phrase du couplet complète, donc, comme un Lego, mais sans mémoire. Donc, sans mémoire, sans histoire commune, sans histoire qui serait enracinée dans quelque chose de commun en tant que tel, donc ramené à la condamnation d'une individualité. Hannah Arendt disait que la mémoire est la profondeur de l'existence. Là aussi, on pourrait penser que c'est comme si on s'éloigne un peu de la possibilité de voir un sens qui est englobant. 9e couplet, là aussi au niveau musical, on va remarquer un changement. Donc, on sent une tonalité plus dramatique. Donc, pourquoi ne me réponds-tu jamais? Donc, il reste quand même ce sursaut d'espoir-là à une transcendance, mais appel qui reste déçu, réponds-tu jamais. Sous ce manguier de plus de 10 000 pages à te balancer dans cette cage, le passage est relativement obscur. Ce qui peut aider à l'éclairer, c'est de penser que Gérard Mansec, qui a écrit les paroles, a beaucoup voyagé en Inde, a beaucoup été imprégné de l'Inde. Et dans la tradition bouddhiste, le manguier désigne le lieu d'une révélation. D'ailleurs, dans la tradition bouddhiste, il n'y a pas un paradis comme il peut y en avoir un chez les chrétiens. Le nirvana, c'est pas un paradis. Le nirvana, c'est un état, dans le fond, de détachement face à toute chose.
Et dans le bouddhisme zen, l'expression des 10 000 choses désigne l'ensemble de la réalité phénoménale, de la réalité qui se produit, en quelque sorte, de notre réalité, et renvoie aussi à un détachement face à ces choses-là qui sont vues comme futiles. Donc, on va être zen dans le bouddhisme zen parce qu'on accepte d'apprécier le moment présent, mais parce qu'on ne se soucie pas au-delà du moment présent, parce que de toute façon, tout serait vain, tout serait futile. 10e couplet, donc, avoir le monde de si haut comme un damier, comme un Lego. Donc, on le prend au sens du bouddhisme, qui est un détachement, au sens d'un point de vue de Sirius, en hauteur. Donc, les choses vues de haut, donc, comme un damier, comme un Lego, quelque chose qui se construit. Comme un imputrescible radeau, une chose qui est imputrescible, c'est quelque chose qui ne peut pas pourrir. Donc, le radeau va dériver de façon indéfinie, mais sans nécessairement pouvoir se dire porteur d'humanité comme le radeau de la méduse. Donc, comme un insecte, mais sur le dos, l'image est quand même assez forte, je pense qu'elle se passe d'explication. 11e, 12e couplet, donc on va revenir, donc fermer la boucle, donc en ramenant un peu les éléments qu'il avait dit. Donc, je vous laisse apprécier la chanson. Voyez-vous tous ces
savoir demain comme ils seront. Car si la terre est ronde et qu'il s'agrippe, au-delà c'est le vide. Assis devant le restant d'une portion de frites, noirci des râles et quelques plats d'amibes. Les capitales sont toutes les mêmes devenues aux facettes d'un même miroir. Vertu d'acier, vertu de noir, comme un Lego mais sans mémoire. Comme un Lego mais sans mémoire. Comme un Lego mais sans mémoire. Aux facettes d'un même miroir. Vêtu d'acier, vêtu de noir. Comme un Lego mais sans mémoire. Comme un Lego mais sans mémoire. Comme un Lego mais sans mémoire. Pourquoi ne me réponds-tu jamais? Tout ce manqué de plus de 10 000 pages à te balancer dans cette cage, à voir le monde de si haut, comme un ami et comme un Lego, comme un imputrescible radeau, comme un insecte mais sur le dos, comme un insecte mais sur le dos, comme un insecte mais sur le dos. C'est un grand terrain de nulle part, avec de belles poignées d'argent. La lunette d'un microscope. On regarde, on regarde, on regarde dedans. On voit de toutes petites choses qui luisent. Ce sont des gens dans des chemises, comme durant ces siècles de la longue nuit. Dans le silence ou dans le bruit. Dans le silence ou dans le bruit. Dans le silence ou dans le bruit. Alors, la prochaine chanson, ça va être une chanson révolutionnaire. Donc, je vais vous expliquer le contexte préalablement, puis après ça, je vais vous expliquer des liens philosophiques. Donc, le contexte historique de la chanson, c'est une chanson chilienne des années 60-70. À cette époque-là, dans les années 60-70, en Amérique latine, l'ensemble de l'Amérique latine, ou presque, est couverte de dictatures, souvent appuyées par les États-Unis puis les pays européens, entre autres au Brésil, en Argentine, au Paraguay, en Bolivie et en Uruguay. Donc, parallèlement, il y a un paquet de mouvements révolutionnaires qui se développent, des mouvements de guérilla, tout ça.
Et il y a un mouvement culturel aussi révolutionnaire qui se développe, qui accompagne ces mouvements politiques-là. Et la chanson qu'on va entendre, c'est une chanson qui est au sein de ce mouvement culturel-là, qui s'appelle le Canto Libre. Donc, le Canto Libre, c'est un mouvement culturel qui reprend les chansons, la musique folklorique des cultures opprimées, donc des cultures esclavagistes, des cultures qui se sont opposées au colonialisme européen. Et ça favorise aussi l'internationalisme. Donc, les artistes de ce mouvement-là se promènent à la grandeur de l'Amérique latine pour chanter leurs chansons, participer à des ralliements, etc. Et la chanson que vous allez entendre, c'est la chanson la plus connue du mouvement Canto Libre de Quilapayún. Alors, ce groupe-là, c'est aussi un groupe qui participe à des activités politiques à l'époque. Donc, ils sont dans des manifestations, ils font partie de rassemblements politiques, etc. Et Sergio Ortega, c'est c'est quelqu'un de très important dans le mouvement de l'Unidad Popular au Chili, qui est le parti politique qui va essayer de prendre le pouvoir. Donc, en 1970, il y a des élections et Salvador Allende au Chili est élu. C'est le représentant de Unidad Popular. Donc, il devient premier ministre, président plutôt. Puis, il fait un paquet de réformes, nationalisation, éducation gratuite, puis ce genre de choses-là qu'il veut mettre de l'avant. Extension de la sécurité sociale, tout ça. Et ça ne plaît pas vraiment aux États-Unis et à d'autres pays qui avaient des avantages économiques dans ce pays-là. Donc, il organise conjointement avec la bourgeoisie locale un coup d'État militaire le 11 septembre 1973 d'Augusto Pinochet. À cette époque-là, le groupe Quilapayún, qui a écrit la chanson qu'on va entendre, il est en Europe. Et donc, il ne veut pas revenir, évidemment, parce que le gouvernement chilien, finalement, il emprisonne les personnes qui ont participé au mouvement Canto Libre. Et il y a même quelqu'un qui est proche d'eux, qui était leur directeur artistique, ils l'ont arrêté. Puis, comme c'était un guitariste qui écrivait des chansons puis qui les jouait avec ses mains à la guitare, ils lui ont coupé tous les doigts. Puis après lui avoir coupé tous les doigts, comme le monsieur protestait encore parce qu'il n'était pas content, ils l'ont fusillé. Donc, ils l'ont mitraillé devant un paquet de personnes. Donc, le groupe Quilapayún a décidé, avec raison probablement, de rester en Europe et ils se sont mis à se promener partout dans le monde, dans des ralliements politiques, anti-dictature, tout ça. Et à chaque fois, mais cette chanson-là qu'on va entendre, c'était vraiment le cri de ralliement contre la dictature de Pinochet, qui, avec d'autres dictatures alentours, ont fait plus de 50 000 morts, des centaines de milliers d'emprisonnements illégaux et le nombre de réfugiés difficile à chiffrer, mais vraiment énorme aussi. Alors, la chanson, elle a été reprise dans plein d'endroits. Probablement que toutes les personnes ici qui ont déjà participé à une grosse manifestation l'ont déjà entendue, entonnée, souvent tout croche par des manifestants dans une manifestation, parfois en espagnol, parfois en français. Et il y a deux versions. Donc, ce soir, on va entendre la version douce. Il y a la version aussi, la version douce, c'est « Le peuple uni ne sera jamais vaincu ». La version dure, c'est « Le peuple armé ne sera jamais écrasé ». Donc, on va prendre la version plus délicate ce soir. Alors, la thèse de la chanson, c'est que le peuple uni ne sera jamais vaincu. Donc, le concept central, c'est le concept de peuple qui a été développé au 16e, 17e siècle, entre autres par Machiavel, Spinoza et Hobbes, à l'opposé du concept de multitude. Donc, je vais expliquer rapidement, puis je vais faire un lien avec ce qu'il y a dans la chanson. Donc, concept de peuple et multitude. Donc, à l'époque, on emploie autant le concept de peuple que le concept de multitude. Aujourd'hui, on n'emploie jamais le concept de multitude. On peut parler de peuple québécois, on n'emploiera jamais le concept de multitude, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Donc, qu'est-ce qu'un peuple pour ces penseurs-là? Bien, c'est le contraire d'une multitude. Donc, qu'est-ce qu'une multitude? Donc, une multitude, c'est pas le contraire d'un peuple, c'est un ensemble de personnes faisant nombre, mais sans unité. Donc, autrement dit, c'est des gens qui n'ont pas d'unité ensemble, ou, comme dit Hobbes, une pluralité d'hommes dont chacun a sa propre volonté. Spinoza définit ça comme une pluralité qui persiste comme telle sur la scène publique, dans l'action collective, dans la prise en charge des affaires communes, sans converger vers un. À l'opposé, un peuple, c'est quelque chose qui a une unité, qui a une volonté auquel on peut lui attribuer, puis qui est uni. Donc, aussi stupide que ça puisse paraître, dans une monarchie, le peuple, c'est le roi, tout simplement, parce que le peuple est uni autour du roi et fonde son pacte autour de la monarchie. Bref, le peuple, c'est une masse de gens informés et gouvernés par un État. Donc, si on comprend les notions de peuple et de multitude, on a simplement imaginé le peuple québécois sur les plaines d'Abraham à la Saint-Jean-Baptiste, puis je vais reprendre les éléments qui sont mentionnés dans les paroles de la chanson juste là. Donc, qu'est-ce qu'on a dans le concept de peuple? Par exemple, l'union autour d'un sentiment patriotique d'attachement. Donc, la chanson, aux lignes 16, 21 et 26.
Ben là, je sais que c'est en espagnol, mais en tout cas, c'est patria. Là. Donc, le mot patrie est mentionné 3 fois dans la chanson et on dit même que la patrie, elle est décidée, qu'elle vaincra par son sentiment d'attachement. Donc, même chose aux plaines d'Abraham, on essaie de nous faire pleurer. Là. Unité territoriale, donc par exemple, à la Saint-Jean, on va essayer de fêter un territoire particulier qui est uni par un pacte. Donc, la chanson, elle précise justement que c'est l'unité populaire qu'on cherche. Donc, on mentionne même la géographie du Chili. Donc, c'est un pays étendu du nord au sud. Donc, desde del Salar Ardiente y Mineral, désolé pour mon espagnol. Donc, les déserts de sel nordique, al Bosque Austral. Donc, on parle ici de la Patagonie du sud. Unité spatiale physique, donc il y a plein de liens avec une unité physique des gens, comme sur les plaines d'Abraham, finalement, des gens collés qui font corps. Donc l'union, marcher à mes côtés, ton chant, des milliers de voix qui ne font qu'une clameur, une chanson, aux lignes 18 et 36, entre autres. On parle de drapeaux et de symboles, donc qu'est-ce qu'on voit sur les plaines d'Abraham à la Saint-Jean, plein de gens qui lèvent des drapeaux puis qui font ouais comme ça. Donc le fleur d'Élysée partout. Ici, on parle de drapeaux d'unité dans la chanson. Puis d'ailleurs, la chanson était toujours chantée dans des réunions politiques avec plein de gens qui brandissaient des drapeaux chiliens. Donc, c'est vraiment unité populaire autour d'un drapeau et de symboles. Des catégories sociales, donc on ne mentionne pas les lesbiennes opprimées dans la chanson, mais on mentionne les travailleurs et la femme au foyer à une certaine ligne. Donc, on vise vraiment les catégories principales qui unissent les Chiliens. Langue et références culturelles, donc la langue, il n'y a pas une partie en portugais, même si pourtant le portugais, c'est une langue importante en Amérique latine, tout ça. Donc la langue est en espagnol. Et qu'est-ce qui rassemble les gens, par exemple, sur les plaines d'Abraham à la Saint-Jean? C'est la langue principalement, le français et la musique folklorique. Donc la chanson, à la base, c'est une chanson de musique folklorique rassembleuse pour les gens du Chili. Même chose pour les métaphores d'unité dans la chanson. Donc on parle de lumière d'un levier de soleil, donc ça... On peut imaginer que c'est le passage d'un gouvernement à l'autre. Ils sont d'acier, leurs bras portent une chose, donc on parle d'unité physique. On parle d'ardent bataillon, donc c'est vraiment physiquement presque militaire. Une voix de géant, tout ça. Et sur l'aspect intellectuel, ils ne sont pas là pour mettre un débat dans la salle. À la plaine d'Abraham, à la Saint-Jean, on ne fait pas un débat sur les accommodements raisonnables, c'est pas la place. Donc, c'est la même chose. Là, ils viennent imposer la vérité. Donc, à la ligne 29, ils disent qu'ils viennent imposer la vérité. Donc, tous ces éléments-là, c'est exactement la description de ce qu'est un peuple. C'est une description parfaite. C'est finalement une union d'individus sur un territoire donné qui sont unis par un pacte. Et tous ces éléments-là que je viens de mentionner, ils font partie d'un pacte. Si on a à penser la multitude au Québec, par exemple, on pourrait penser à qu'est-ce qui vous fait en sorte que vous êtes tous différents, que vous n'avez pas d'union particulière, puis que le gouvernement du Québec a de la misère à vous contrôler, puis à vous unir sous un même gouvernement. Donc, on pourrait trouver plein de choses. On a juste à se demander qu'est-ce que Marie-Mé n'a pas en commun avec Gilles Vigneault. Donc, sûrement beaucoup de choses. Ou n'importe qui ici, qu'est-ce que vous n'avez pas en commun avec les autres, même si vous avez certaines choses en commun, comme les éléments que je viens de mentionner. Alors, c'est des antagonismes. Donc, plus le peuple est uni, comme le dit la chanson, moins la multitude existe. C'est vraiment deux antagonismes. Et Hobbes dit même, le peuple, dans le fond, que Oups, j'ai perdu un truc. Je me souviens plus ce qu'il dit, Hobbes, mais il dit quelque chose là-dessus. Donc, c'est ça. Donc, ça, c'est vrai que le peuple est toujours uni, c'est la base de la chanson, mais le peuple uni ne sera jamais vaincu, c'est faux, selon ces penseurs-là. Au contraire, penser qu'une résistance populaire peut se faire dans l'unité pour la conquête d'un État et que ça doit se faire, justement, par les éléments qu'on a en commun, pour ces penseurs-là, c'est tout simplement faux. La multitude, au contraire, elle est plus porteuse d'un projet révolutionnaire. Donc, Hobbes, il dit, les citoyens, quand ils se rebellent contre l'État, les citoyens, quand ils se rebellent contre l'État, sont la multitude contre le peuple. Autrement dit, la multitude, c'est ce qui refuse de se faire capturer par l'État. Donc, par exemple, Paolo Virno, qui est un penseur important, Paolo Virno, lui, il dit qu'au contraire, on devrait penser les luttes révolutionnaires en termes de multitude aujourd'hui, tout simplement parce qu'au sein, malgré un État qui serait très uni, avec un peuple très uni, ne peut pas résister à des acteurs transnationaux. Donc, les centres de pouvoir aujourd'hui sont déterritorialisés. On a juste à penser aux entreprises multinationales qui opèrent de façon transnationale, aux bourgeoisies transnationales qui se réunissent dans des forums comme Davos, à des institutions antidémocratiques non élues. On a juste à penser à l'OMC, le G8, la Banque mondiale, le FMI, l'OTAN, etc. Donc, lutter contre ces structures-là à une échelle nationale avec un peuple uni, c'est plus ou moins
pertinent selon eux comparativement à d'autres types de révoltes. Et la diminution de l'unité du sujet révolutionnaire aussi. Donc, à l'époque du Chili, c'est clair que les Chiliens, c'était des travailleurs, puis ces travailleurs-là, ils s'unissaient dans des syndicats pour essayer de combattre la bourgeoisie nationale puis d'avoir un État à eux. Tandis qu'aujourd'hui, par exemple, on peut imaginer que la position d'absence de travail et peut-être de chômeurs est plus importante que celle dans certains pays que celle de travailleurs, qu'il y a plein de révoltes qui sont post-coloniales, identitaires. On peut penser, par exemple, au peuple amérindien, des révoltes comme au Chiapas, Idole No More, etc., qu'il y a des luttes de minorités opprimées qui ne sont pas du tout territorialisées, comme par exemple les mouvements de femmes, mouvements d'émancipation lesbiennes, gays, etc., qui n'ont absolument rien à voir avec un État puis une union populaire. Lutte dans l'accession au savoir puis à de l'information véritable. Donc, on peut parler de pronétariat, de gens qui s'organisent sur Internet de façon déterritorialisée pour créer des mouvements de résistance. Lutte contre les ségrégations spatiales dans les grandes villes, entre autres la gentrification, qui sont localisées dans des villes plutôt qu'à un espace national. Bref, la chômeuse lesbienne amérindienne banlieusarde et membre du groupe Anonymous de Santiago n'a rien en commun avec le peuple chilien. Et c'est pourquoi, justement, la plupart des révoltes qui se sont faites récemment se sont faites à une échelle plus vaste que l'État et qui était basée sur la notion de multitude et non d'unité populaire en tant que telle. Dans ce sens-là, cette chanson-là, elle est plutôt datée. Elle nous explique un moment de l'histoire des mouvements révolutionnaires, mais elle nous explique justement qu'il y a eu une cassure qui s'est opérée par la suite. Donc voilà, je les laisse interpréter cette magnifique chanson. Et ceux que ça intéresse, juste avant, il y a le Canto Libre, il y a un livre qui s'appelle « Le siècle rebelle » à la bibliothèque, il y a un dictionnaire des mouvements révolutionnaires, puis il y a un superbe article sur le Canto Libre et la chanson que vous allez entendre. Donc voilà. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecer la luz. Otro amanecer anunciará la vida que vendrá. De pie luchar, el pueblo va a triunfar. Será mejor la vida que vendrá a conquistar nuestra felicidad y en un clamor. Vimos de campanas exhalarán, dirán canción de libertad con decisión. La patria vencerá y ahora el pueblo que alza la lucha con voz de gritante, gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. La patria está follando en unidad, de norte a sur se movilizará, despertará. Adante el mineral, al bosque austral, unidos en la lucha y el trabajo irán, la patria cubrirán, su paso irá, anuncia el porvenir, de pie cantar, el pueblo la han triunfado, pregones imponen la verdad, desde Luzón, Adante el batalón, desde levantan la lucha y el razón, mujer, con fuego, con farol, y estás aquí, hondo trabajador, y ahora el pueblo que alza la lucha, con voz de gritante, gritando adelante, el pueblo unido, jamás será vencido, el pueblo unido, jamás será vencido, la 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 la.
Bonsoir. Alors, je suis très heureuse de pouvoir vous présenter la prochaine chanson, parce que c'est une chanson, moi, quand j'avais 14-15 ans, qui m'a beaucoup marquée. Et donc, je suis vraiment très contente de vous la présenter, surtout que je vous la présente en plus avec mon philosophe préféré. Ça tombe bien, c'est que du bonheur. Alors, je vais commencer par vous présenter Alain Souchon. Je ne pense pas qu'il est très connu au Québec. C'est un chanteur français qui est encore vivant. En fait, il est né à Casablanca, mais il a ensuite déménagé à Paris. Et c'est un des rares artistes qui a vraiment apporté un renouveau à la chanson française, même s'il est très discret. En fait, il a beaucoup essayé de développer un vocabulaire, il a essayé de parler de l'époque contemporaine à sa manière à lui. Et on pourrait dire que le style de Souchon se caractérise par le fait qu'il parle souvent de l'époque avec des couleurs en demi-teinte. Ce sont souvent des atmosphères impressionnistes, des formules ultra-modernes. Alors la chanson que vous allez entendre tout à l'heure, la Foule sentimentale, elle est sortie en 1914, donc ça fait 20 ans. Et étonnamment, c'est une chanson qui est toujours aussi actuelle. À l'époque, elle avait eu beaucoup de succès. Elle avait gagné les victoires de la musique. Et pour Souchon, en fait, elle est vraiment un aboutissement. Et en même temps, elle est aussi son entrée dans la cinquantaine. Et on peut dire que c'est vraiment une chanson très symbolique de notre époque. Alors, Platon, maintenant, est-ce qu'on peut encore présenter Platon ? Est-ce qu'il se présente ? Est-ce qu'il a besoin d'être présenté ? Platon est un philosophe qui a vécu à Athènes au IVe siècle avant Jésus-Christ. Il est le fils d'une famille aristocrate et il était destiné à une brillante carrière politique, mais sa destinée fut tout autre, puisque en rencontrant Socrate, il décida d'abandonner sa carrière politique et, suite à la mort de son maître, qui l'indigna profondément, il se mit à écrire des dialogues philosophiques dont on a encore la chance de pouvoir les lire aujourd'hui. Et comme le dit si bien Monique Dixot, une grande amoureuse de Platon, il n'est pas nécessaire d'éveiller le désir de lire Platon ni de vanter le plaisir que cela procure, il s'en charge lui-même. Alors a priori, quel est le lien qu'on pourrait faire entre la chanson d'Alain Souchon et le désir chez Platon, puisque c'est la notion que je vous propose ce soir d'analyser ? Bien, a priori, il n'y en a pas. La chanson d'Alain Souchon, elle dénonce un mal courant de notre époque, elle dénonce la surconsommation. La surconsommation qui a cours dans notre société de consommation et qui est créée notamment par la publicité, par la télévision. Alors, qu'est-ce que c'est exactement la surconsommation ? Eh bien, c'est la consommation excessive qui excède les besoins réels. Autrement dit, c'est le fait de créer de faux besoins par opposition à des besoins qui seraient, eux, réels. Et cela va avec l'idée que le bonheur, c'est le fait de consommer. Alors, consommer, c'est un mot qui vient du latin consumare et qui signifie à la base faire la somme de. Donc, dans un sens économique, consommer, c'est acquérir un bien, un service pour satisfaire directement un besoin. Mais consommer, on le sent dans le mot lui-même, dans consommer, il y a aussi consumer, détruire justement. Consommer, c'est aussi amener une chose à destruction, en faire un usage qui la rend ensuite inutilisable. Donc consommer, c'est un peu de la jouissance jetable, on jouit d'un objet, on jouit d'un service pendant un court laps de temps, puis une fois qu'on l'a épuisé, eh bien on le jette pour en prendre un autre et sans cesse recommencer. Donc on crée finalement, la surconsommation crée des désirs qui sont illusoires et qui nous procurent finalement qu'une soif perpétuelle d'inachevé. Alors et chez Platon ? Évidemment, dans la société athénienne de son époque, il n'y avait pas de surconsommation comme dans la nôtre. Mais Platon, par contre, insiste beaucoup, décrit beaucoup le fait qu'effectivement, il y a de faux désirs, il y a des désirs qui sont mauvais, qui sont irréels. Et Platon connaît bien la nature humaine. Il part d'un constat assez simple. Nous sommes, nous les hommes, des êtres de désir. Nous sommes des êtres de désir. Autrement dit, nous sommes des êtres toujours en manque, parce que quand on désire une chose, c'est qu'on ne l'a justement pas, et on tend vers elle. Donc nous sommes des êtres en manque, et en ce sens-là, nous sommes des êtres infinis, puisque nous avons toujours besoin de renouveler, de re-remplir notre désir qui se vide. Et en ce sens, le désir est le moteur de toute action humaine. Le mouvement qui caractérise le désir, c'est précisément un déplacement, un élan vers la chose que j'aime, que je désire et que je veux m'approprier. Problème de micro. Donc, le bonheur, il est associé à cette satisfaction. Je suis heureux lorsque mes désirs s'accomplissent. Et Platon est tout à fait d'accord avec cette idée.
Mais il dit qu'au-delà des besoins primaires que l'on doit accomplir, il y a une hiérarchie des désirs, il y a un ordre dans les désirs. Autrement dit, il y a des désirs qui sont meilleurs que d'autres. Et bien qu'on ne peut pas nier notre réalité d'être désirant, nous devons, si nous voulons être heureux, orienter correctement notre désir. Et donc Platon va vouloir montrer que certains désirs sont précisément des illusions, des ombres comme celle de la caverne, et qu'il y a des vrais, des bons désirs, comme par exemple le bien, la vertu, la connaissance. Et qu'il faut se méfier au contraire de la vie que certains personnages des dialogues vantent, comme Calliclès dans le Gorgias, qui va dire ce dont je parle, c'est de vivre dans la jouissance, d'éprouver toutes les formes de désir et de les assouvir. Voilà, c'est cela la vie heureuse. Mais pour Platon, une telle vie, au contraire, nous rend malheureux. Le bien ne consiste pas dans une jouissance à n'importe quel prix. Et la préoccupation de Platon va justement être de montrer qu'il faut prendre soin de son âme et avoir des désirs qui sont tournés vers la connaissance, vers la philosophie. C'est là que le lien entre la chanson que nous allons écouter et Platon se fait. Autrement dit, dans la chanson, Alain Souchon va vouloir montrer qu'il y a des désirs réels qui sont bons, qui caractérisent l'homme en propre et qui le rendent heureux, et d'autres désirs qu'on nous inflige et qui nous rendent précisément malheureux. Alors, quelle est la thèse principale de la chanson ? C'est que le bonheur se situe dans l'être et non dans l'avoir. Et que nous subissons, nous aujourd'hui, une certaine violence de la part des médias, de la publicité, de la politique, qui nous impose une vision de l'être humain comme consommateur. Finalement, nous nous réduisons à des consommateurs, nous avons des droits parce que nous sommes des clients d'abord. Alors si je prends la première strophe de la chanson, que vous avez derrière vous, la première phrase de la chanson, c'est « Oh là là, la vie en rose ». J'aurais bien aimé la chanter, mais je n'ai pas beaucoup de talent pour le chant, donc je vais me contenter de la lire. Ici, cette première phrase, quand on utilise l'expression « la vie en rose », qu'est-ce qu'on veut dire, hein ? On veut dire voir la vie du bon côté, comme si tout était beau. Mais ici, ce rose, c'est un rose qui nous est proposé, qui nous est donné par l'univers de la publicité. Donc c'est un rose qui, en fait, recommande la surconsommation, puisqu'il nous propose d'avoir des quantités de choses. Ici, petite remarque, Alain Souchon utilise dans sa chanson le pronom « on » plusieurs fois, un pronom impersonnel. Ici, ce « on » anonyme désigne justement la publicité qui nous inflige cette vision du rose, et ce « on » va s'opposer plus tard au refrain principal que j'analyserai à la fin, après avoir passé les autres strophes. Je passe à la strophe suivante. « Aïe, on nous fait croire que le bonheur, c'est de l'avoir plein nos armoires. » Donc ici, Alain Souchon décrit le monde que la publicité nous propose, un monde dans lequel tout fonctionne mieux, tout est plus propre, tout est plus performant, les images sont lissées, elles sont colorées, tout le monde est heureux dans le jardin des Kinder Surprise. Donc ce monde a pour but, le but, c'est de nous faire consommer et donc de nous dire que le bonheur, c'est d'avoir des quantités de choses qui nous donnent envie d'autres choses, évidemment. Donc le bonheur, c'est d'avoir un désir sans fin, toujours renouvelé de posséder. Ce qui m'amène encore une fois à Platon. Socrate, dans le Philèbe, disait que finalement, l'assoiffé, qui désire boire, désire en réalité surtout l'état que boire va lui procurer. Autrement dit, quand je désire surtout la satisfaction et non l'objet lui-même. Il se dégage de ces cartons d'emballage des gens lavés, hors d'usage et tristes et sans aucun avantage. Alain Souchon poursuit en décrivant cet univers de la surconsommation en montrant que finalement les individus produits par la société de consommation sont des gens tous sur le même modèle. Ils sont complètement formatés. Et effectivement, si un être humain ne se définit plus que par sa capacité à consommer, il est un peu comme un grand tube qu'on remplit et qu'on vide, pour reprendre une image chère à Amélie Nothomb. Alors, toujours dans le Gorgias, Calliclès va dire à un moment donné à Socrate « Si l'on veut vivre tel qu'on est, il ne faut pas réprimer ses passions, aussi grandes soient-elles, mais se tenir prêt à les assouvir par tous les moyens. » La nature humaine se caractériserait donc par la jouissance. Et Socrate va lui répondre « La vie dont tu parles, Calliclès, mais c'est une vie terrible. Chez les hommes qui ne réfléchissent pas, ce lieu de l'âme, siège des passions, est comme une passoire percée, parce qu'il ne peut rien contrôler ni rien retenir. Il exprime ainsi l'impossibilité que ce lieu soit jamais rempli. » Socrate est en fait en train de nous dire que les humains qui se sont laissés dominer par leur plaisir et par les désirs sont comme des passoires percées, un peu comme les Danaïdes aux enfers qui remplissent un tonneau toujours vide, donc elles remplissent de l'eau et le tonneau est sans cesse en train de se vider.
Alain Souchon poursuit en disant « On nous inflige des désirs qui nous affligent », autrement dit, on nous force à être malheureux. Cette phrase fait écho à un autre dialogue de Platon, La République, dans lequel justement Socrate décrit l'homme qui se laisse dominer par sa partie désirante. Pour lui, on a plusieurs parties dans notre âme et il y a une partie qui est la partie désirante et il va dire que c'est la partie de l'âme la plus folle et que l'homme qui se laisse dominer par cette partie-là, eh bien, il devient moins qu'un homme finalement. La troisième strophe, celle où Alain Souchon fait un usage assez particulier de noms de personnes célèbres. Il dit « On nous Claudia Schiffer, on nous Paul Louis-Soulitzer, a le mal qu'on peut nous faire et qui ravage la Mouquère ». Ici, tout le monde connaît Claudia Schiffer, j'imagine. C'est un mannequin des années 90. Ici, Paul Louis-Soulitzer, c'est un écrivain. Il ne mérite pas vraiment le titre d'écrivain. En fait, il a utilisé beaucoup de personnes pour écrire à sa place avec des techniques de marketing. Mais qu'est-ce que fait ici Alain Souchon ? Eh bien, il montre bien comment la société de consommation, il transforme des modèles en verbes. Ce sont des verbes, on essaye de nous faire croire qu'en imitant ces modèles-là, eh bien, nous allons être heureux. Autrement dit, on nous donne des modèles extérieurs à nous et on pense qu'ils peuvent effectivement nous rendre heureux. Du ciel dévale un désir qui nous emballe, pour demain nos enfants pâles, un mieux, un rêve, un cheval. Ici, Alain Souchon aborde une dernière dimension de la société de consommation. Elle ne touche pas seulement les adultes, mais elle touche aussi les enfants. La société de consommation encourage le règne de l'enfant roi, l'enfant qui, par définition, n'a pas de pouvoir d'achat, est innocent, étranger à l'argent, qui vit dans son monde imaginaire, mais qui est un monde qui est aussi perverti par la publicité, puisqu'elle joue sur ses désirs. J'en arrive à ce refrain, si beau refrain, foule sentimentale, on a soif d'idéal, attiré par les étoiles, les voiles que des choses pas commerciales. Ici, Alain Souchon oppose à la société de consommation une autre vision de l'être humain. Une vision de l'être humain où, ici, les hommes ne sont pas attirés par des biens matériels, mais par quelque chose de supérieur, par le ciel, les étoiles ou la mer, symbolisée par les voiles. Cela rejoint cette image dans le Timée que Platon a pour désigner les humains en disant que les êtres humains sont comme des plantes célestes. Autrement dit, nous sommes des êtres qui sommes attirés par le ciel, attirés par les réalités supérieures. Et c'est surtout notre partie supérieure, c'est-à-dire la partie rationnelle de l'âme, qui doit primer sur la partie désirante. C'est la partie rationnelle de l'âme qui a des vrais désirs, des désirs qui sont vrais, purs, réels et qui nous rendent heureux, notamment le désir de la philosophie. Alors, Alain Souchon, en ce sens, est platonicien dans sa chanson, puisqu'il affirme que nous sommes d'abord des êtres humains parce que nous sommes attirés par des idéaux, parce que nous sommes attirés justement par quelque chose de supérieur, de transcendant, qui va au-delà de nous, qui est au-delà du monde sensible, et qu'il vaut mieux concevoir l'humanité justement comme un être qui cherche quelque chose au-delà, et pas seulement comme des êtres moutonnés qui résument leur vie à la consommation et qui sont malheureux. Alors je vous souhaite une belle écoute pour cette chanson. J'espère que vous aurez autant de plaisir que moi à l'entendre. Merci. Oh là là, la vie en rose, le rose qu'on nous propose, d'avoir des quantités de choses qui donnent envie d'autre chose. Aïe, on nous fait croire que le bonheur c'est d'avoir, de l'avoir plein nos armoires. Dérision de nous, dérisoire. Foule sentimentale, on a soif d'idéal, attiré par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales. Foule sentimentale, il faut voir comment nous parle, comment nous parle. Il se dégage de ces cartons d'emballage, des gens lavés hors d'usage et tristes
c'est sans aucun avantage. On nous inflige des désirs qui nous affligent. On nous prend, faut pas déconner dès qu'on est né, pour des cons alors qu'on est des foules sentimentales. On a soif d'idéal, attiré par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales. Foule sentimentale, il faut voir comment on nous parle, comment on nous parle. On nous Claudia Schiffer, on nous Paul ou Sulitzer. Oh, le mal qu'on peut nous faire et qui ravage un amour du ciel dévale un désir qui nous emballe pour demain nos enfants pâles. Un désir, un rêve, un cheval. Foule sentimentale, on a soif d'idéal, attiré par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales. Foule sentimentale, il faut voir comment on nous parle, comment on nous parle. La vie en rose, Soif le d'idéal, rose qu'on nous propose, attiré par d'avoir les les étoiles, quantités de choses que des choses pas qui commerciales. donnent envie d'autre chose. Foule On nous fait sentimentale, croire que qu'il le faut voir bonheur comment c'est on d'avoir, nous parle, comment de on l'avoir nous plein nos armoires. parle. Foule sentimentale, On nous Claudia Schiffer, soif d'idéal, on nous Paul ou Sulitzer. attiré par les étoiles, Le rose qu'on nous propose, que des choses pas commerciales. d'avoir les quantités de choses. Foule sentimentale, il faut voir comment on nous parle, Comment on nous parle. Bonsoir. Ça va bien? Je suis très heureux d'être ici avec vous ce soir, mais j'ai une méchante sinusite. Donc, ça se peut que ma voix, des fois, ne soit pas toujours égale. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Donc, moi aussi, comme Philippa, j'ai l'honneur de venir présenter un choix parmi mes favoris, c'est-à-dire l'auteur, compositeur, interprète Björk. Et est-ce qu'il y en a qui la connaissent? Juste comme ça? Oui? Oui. Dans la salle, quelques-uns, 4, 5, 6. Je vais vous parler un petit peu d'elle. Donc, c'est une auteure, compositeur, interprète islandaise qui a toujours baigné dans la musique. Dès la petite enfance, ses parents l'ont inscrit à une école de musique. Et c'est à 11 ans, soit en 1967, qu'elle a produit son premier album de musique avec l'aide de son oncle. Et elle a d'ailleurs reçu un disque d'or pour cet album déjà, à 11 ans. Ensuite, dans sa vie, elle a vraiment touché un peu à tout. Elle a fait du rock, du punk, de la musique classique, donc vraiment versatile. Et les thèmes les plus récurrents qu'on retrouve dans sa musique sont les thèmes de la nature, le jeu, l'enfance, l'imagination, le rêve et l'amour. Et Björk a une personnalité assez excentrique, et cela se reflète souvent
dans ses multiples costumes qui rappellent les thèmes de ses chansons ou de ses albums. Et le sujet de la chanson que vous allez écouter aujourd'hui, c'est la justice. Non pas la justice au sens juridique du terme, c'est-à-dire la justice impliquant un système de justice, des lois et des institutions, mais plutôt la justice dans les relations interpersonnelles, parfois intimes, dans les lois qu'on pourrait dire non écrites du vécu humain. Et c'est d'ailleurs, j'ajouterais, sûrement en ce sens, la justice peut prendre vraiment un sens universel, voire philosophique, dans son origine liée au vécu humain et qui se transmet dans le langage même quand on dit spontanément, par exemple, des phrases comme « ce n'est pas juste » ou « ah, c'est justement de cela que j'allais dire » ou encore « je prendrais juste un petit peu plus de cela ». Bon, c'est des exemples comme ça. Donc, il y a toutes sortes d'expressions dans la langue qui se rapportent au juste, des fois sans même qu'on s'en rende compte, sans toutefois impliquer quoi que ce soit de juridique. Dans le langage quotidien, la justice, c'est notamment rechercher l'exactitude, la précision, tout simplement dire la vérité, être honnête, sincère, ou donner son approbation avec énergie quand on voit quelque chose qu'on approuve. Et tout cela, je pense, existe d'une manière ou d'une autre dans toutes les langues, les cultures du monde, ce qui serait à vérifier, mais je pense. C'est sûrement ce qui fait qu'on peut tous se parler de justice, peu importe d'où on vient. Et ici, Björk, dont la langue maternelle est l'islandais, l'Islande qui est une petite île, nous chante en anglais quelque chose sur la justice. Quelque chose que je vais me faire plaisir, par contre, de vous traduire en français. Traduction libre, par contre, si vous me le permettez. Est-ce que vous me le permettez? Oui. Okay. Donc, le morceau s'appelle « Desired Constellation ». Vous pouvez voir mon accent anglais n'est pas si bon que ça. Soit la constellation désirée, ou la constellation souhaitée, ou, on pourrait même donner une traduction encore plus libre, à la recherche de la bonne constellation, quelque chose comme ça. Mais je vais revenir un petit peu plus loin sur le titre, vous allez comprendre c'est quoi le rapport avec la chanson un petit peu plus loin. La chanson commence par une sorte de mise en situation de vécu humain qu'on peut voir aux lignes 1 à 4. Donc, je vais suivre la version anglaise. Si vous regardez les lignes 1 à 4, qu'est-ce qu'on dit? Bon, je ne vais pas vous la lire, mais vous pouvez la regarder. Donc, les lignes 1 à 4. Voici ma version. Qu'est-ce que nous dit Björk? Elle nous dit qu'il est difficile de vivre une situation où l'on se sent quelqu'un qui a fait, où l'on sent que quelqu'un a fait quelque chose à cause de nous ou en notre nom. Donc, je recommence. Il est difficile de vivre une situation où l'on sent que quelqu'un a fait quelque chose à cause de nous ou en notre nom. Elle dit que ça, c'est difficile. Ou tricky en anglais. Et ici, Björk semble partir d'une sorte de mise en situation qui est tirée d'un fait vécu et qui pourrait très bien être tirée de sa vie d'artiste. On peut penser, lorsque des milliers de fans, parce qu'elle est quand même assez populaire, Björk, à l'international, donc lorsque des milliers de fans te regardent et t'admirent tellement qu'ils en viennent à vouloir vivre selon tes paroles, imiter les moindres de tes idées, il peut être en effet possible de ressentir un certain malaise par rapport à ça. Pourquoi ce malaise? On ne sait pas tout de suite dans la chanson, mais on va le savoir bientôt. Mais on peut penser, par exemple, quand on écrit une chanson, on ne pense pas nécessairement à toutes les interprétations que les gens pourraient en faire et comment ces chansons pourraient changer la vie des gens pour le mieux, mais aussi peut-être pour le pire. Et justement, Björk, dans sa vie, a vécu un moment assez difficile. C'est en 1996 qu'un fan fou qui l'aimait à la folie a tenté de la défigurer avec une bombe artisanale qui contenait de l'acide. Et c'est une vraie histoire. Mais ça n'a pas marché. Heureusement, la police a intercepté le colis et ça se passait à Londres. Et le fan, qui est un fan fou de Björk, ensuite s'est enlevé la vie. Et ça a vraiment bouleversé sa vie à Björk à ce moment-là.
Ça a changé sa façon de voir son métier, de se percevoir elle-même en tant qu'artiste. Et ça l'a amené aussi, de son propre aveu, à adopter vraiment un autre style d'écriture, différent, plus personnel. Et il est donc possible, dans le petit paragraphe de 1 à 4, qu'elle revienne à ces expériences-là. En tout cas, c'est dans les 4 lignes suivantes, les lignes 5 à 8, que le sujet principal apparaît la première fois, c'est-à-dire que ça parle de justice, lorsqu'elle dit, et là, vous pouvez lire dans votre tête, les lignes 5 à 8. Et voici ma version en français. C'est compliqué d'être dans une situation où notre sens de la justice murmure de l'intérieur et nous demande. Donc, vous voyez que, dans le fond, l'espèce de malaise par rapport au fait que peut-être notre action a influencé les choix de quelqu'un, ce malaise-là, il s'explique comment? Bien, il s'explique par un sentiment lié à la justice. Donc, ici, on comprend mieux la nature du malaise que Björk exprimait à l'idée que quelqu'un fasse quelque chose à cause d'elle. C'est son sentiment de responsabilité vis-à-vis autrui qui l'angoisse, son sens de la justice. Elle ne veut pas influencer les autres en mal. Elle ne veut pas que des gens fassent des mauvais choix à cause d'elle. C'est pourquoi son sens de la justice lui demande, à la ligne 9, « How am I going to make it right? » Ce qui veut dire, traduction libre, comment bien faire? Comment bien faire? Parce qu'elle dit 2 fois. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment bien faire? Dans le fond, dans cette situation où son sens de la justice lui parle, qu'elle se demande comment bien faire, comment être juste, c'est à ce moment que Björk compose cette très belle métaphore et elle dit « Je remplis le fond de ma main avec des étoiles et je les lance comme on lance des dés. Encore et encore. Je les brasse comme des dés et je les jette sur la table. Encore et encore. Encore et encore. » Et là, vous pouvez voir ça aux lignes 10 jusqu'à 16 à peu près. Donc, encore et encore, c'est repeatedly. Jusqu'à ce que la constellation désirée apparaisse. Donc, vous voyez, c'est là qu'on voit finalement le lien avec le titre. Donc, dans ses mains, elle tient des étoiles et elle les lance pour obtenir une constellation qu'elle désire. Les constellations, qui sont des ensembles d'étoiles dans le ciel. Cette métaphore est à la fois très belle et très difficile à interpréter. Ce qu'il faut garder en tête, du moins, c'est que dans la logique de la chanson, cette métaphore est la réponse à la question principale, c'est-à-dire comment bien faire. Vous vous souvenez par rapport à sa petite voix de justice qui disait comment bien faire, comment bien faire. Bien, cette espèce de métaphore avec les étoiles qu'elle lance, c'est sa réponse à cette question. Ou si vous voulez, puisque c'est le sens de la justice qui pose cette question, c'est-à-dire comment être juste, comment être juste. Et qu'est-ce que Björk propose pour répondre à cette question philosophique? Je pense qu'il est possible de dégager 2 tendances, parce qu'elle est difficile à quand même interpréter cette métaphore-là. 2 tendances dans la métaphore des dés qui deviennent des constellations. D'abord, les constellations étant formées d'étoiles, il est clair que cela pourrait être un appel à l'ordre de la nature, qui est constitué de lois immuables, donc chercher la stabilité. Sur le plan de la justice, cet appel vers la nature pourrait renvoyer à la tradition moderne du droit naturel, chez des penseurs anglais comme Thomas Hobbes et John Locke, car cela pourrait être compris comme une obligation raisonnable et non écrite de maintenir la vie et la paix sur Terre. Ainsi, en prenant des étoiles dans sa main et en voulant former une constellation, il se pourrait que l'artiste indique par là son désir de créer une chanson qui inspire la paix et la vie dans le monde. Par contre, terminer ici l'interprétation du sens philosophique de la chanson donnerait une explication insuffisante. Car de toute évidence, la solution que propose l'auteur ne semble pas vraiment marcher, puisqu'elle recommence tout le temps, encore et encore.
Ça ne marche pas. Elle lance à nouveau les dés du ciel sur la table, espérant y trouver ce qu'elle désire, mais elle ne semble pas le trouver puisqu'elle recommence encore. Et à la ligne 18, elle retourne à la case de part. Si vous regardez. Et elle se demande encore, qu'est-ce qu'elle se demande encore? Comment bien faire? Comment bien faire? Comment être juste? Comment être juste? Peut-être que suivre la voie de la nature n'est pas la solution, finalement. Peut-être n'y a-t-il pas de solution à ce problème. À moins que nous abordions la métaphore d'un point de vue existentialiste. En effet, si nous nous attardons à l'aspect aléatoire du lancer du dé, puisque quand on lance des dés, on ne peut jamais savoir vraiment d'avance sur quel chiffre ça va tomber, et au jeu aussi que cela suscite, du fait de lancer les dés plusieurs fois, le fait de jouer aux dés, et à la répétition incessante du processus, alors cela rappelle drôlement l'interprétation du mythe de Sisyphe qu'avait fait le philosophe français Albert Camus. Dans ce mythe, pour faire court, c'est un homme qui est condamné à pousser une énorme roche le sommet d'une colline, et à chaque fois qu'il arrive au sommet, la roche lui glisse entre les mains. La roche déboule du haut du sommet et retourne au pied de la montagne. Et l'homme doit alors retourner la chercher, la remonter, et encore une fois, quand il arrive en haut, hop, il échappe la roche, et là, la roche retombe encore en bas, il faut qu'il retourne encore la chercher, et ainsi de suite, sans arrêt. Et Camus se sert de ce mythe pour expliquer sa conception dramatique de la vie, comme quoi la vie est absurde. Il n'y a pas de sens préétabli de la vérité et de la justice. Par exemple, pour faire un lien avec notre thème, chercher la vérité et la justice est un travail qui est toujours à recommencer. On ne peut pas y arriver d'une manière décisive. Chaque humain doit rouler sa roche. Mais pourquoi une roche? Pourquoi pas autre chose? Il n'y a pas de réponse à cette question-là. C'est simplement le fruit du hasard. Les dés ont été lancés et on s'est ramassé avec une roche. C'est pourquoi on peut comparer, à mon avis, la constellation que Björk désire avec cette roche qui doit être roulée au sommet, mais qui retombe toujours au pied de la colline. La constellation désirée n'est jamais obtenue et la question reste toujours sans solution. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut arrêter de chercher pour autant. Car peut-être y a-t-il quelque chose de bon dans le simple fait de chercher. Quelque chose qui donne sens à la vie, malgré tout, et qui nous conduit ultimement vers autrui, vers l'autre. D'où le fait que Björk partage avec nous cette chanson et qu'on peut finalement entendre nous-mêmes cette voix qui nous demande aux lignes 22 et 23, les dernières, comment bien faire, comment être juste. Merci. Bonne fin de soirée.
palm full of stars. I draw them like lights repeatedly. I shake them like dice, and I throw them on the table repeatedly, until the desired constellations appears. How am I going to make it right? 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 Encore merci à nos musiciens. Je pense qu'ils méritent une autre main d'applaudissement. En terminant, comme pour la plupart des activités de la semaine de la philosophie, il y a un tirage de 2 cartes cadeaux. Donc, je vous invite aussi aux autres activités. Donc, le 45-40-63. Je vais tirer. Vous pouvez venir à l'avant, je vais tirer l'autre tout de suite aussi. Le 45-40-54. Donc, si jamais, juste un petit mot en passant, si jamais il y en a qui voudraient voir d'autres liens possibles aussi entre la musique et la philosophie, il y a notamment un ouvrage qui s'appelle Rock'n'Philo de Francis Métivier qui est disponible à la bibliothèque. Il y a aussi un ouvrage produit par les presses de l'Université Laval qui s'appelle Quand Platon écoute les Beatles sur son iPod, et je crois qu'il y a un autre livre là, qui vient de sortir aussi là, récemment, donc il y a possibilité là, de trouver d'autres liens aussi. Donc encore merci, bonne fin de soirée à tous et encore merci aux musiciens. Too little love, what the world